Donc, moi, je collabore avec Asma Nuira depuis 2 ans, 3 ans. Je rappelle que j'ai organisé avec elle en septembre 2020 à Tunis un séminaire intitulé Printemps arabe et sciences politiques tunisiennes, état des lieux, difficultés et perspectives, dans lequel on a réuni tous les politologues tunisiens ou travaillant sur la Tunisie pour essayer de réfléchir aux problèmes et aux difficultés que rencontre cette nouvelle discipline qui s'appelle la science politique et qu'on n'avait pas. On faisait plutôt des sciences juridiques avec un tout petit peu de politique, mais c'était plutôt du droit constitutionnel. Et je rappelle également que nous sommes actuellement, moi et Asma, plus un certain nombre de collègues tunisiens et égyptiens, avec un collègue également de Paris 1, Pierre Vermeuren, nous sommes en train de rédiger un ouvrage sur justement l'expérience des islamistes au pouvoir en Égypte ou en Tunisie. Égypte-Tunisie, les deux pays qui ont inauguré ce que l'on dénomme le printemps arabe. Donc là, Asma va nous parler des relations entre religion et politique à partir de l'exemple tunisien. C'est important de rappeler que cette relation a subi des changements très importants ces 10 dernières années. Tout comme il y a eu une libéralisation de la vie politique en Tunisie, il y a eu également ce que l'on pourrait dénommer, entre guillemets, une libéralisation de la vie religieuse. Mais en réalité, ce n'est pas tant une libéralisation qu'une désétatisation de la vie religieuse et une baisse de contrôle de l'appareil d'État sur les acteurs religieux. Et il s'agit en réalité d'une liberté nouvelle accordée aux acteurs de la vie religieuse, mais pas toute la vie religieuse, aux acteurs de la vie religieuse islamique. Hein? Quand on parle de libéralisation de la vie religieuse, on ne parle pas que chacun peut prendre la religion qu'il veut, changer de religion, devenir athée, passer de l'islam à la chrétienté ou de la chrétienté. Non, non, on est dans plus de liberté aux acteurs de la vie religieuse islamique. Et évidemment, ça a été appuyé par quoi? Par le fait que sont arrivés au pouvoir des acteurs de l'islam politique, et notamment le mouvement islamiste. Donc, vous percevez un petit peu la complexité du phénomène. Liberté nouvelle accordée aux acteurs de la religion islamique ou de certains acteurs de la religion islamique. Et ces derniers, d'une certaine manière, se chargent, entre guillemets, d'imposer ou veulent imposer leur propre vision de ce qu'est la bonne religion. Alors évidemment, la bonne religion, c'est l'islam, pas la chrétienté. Et non seulement de la bonne religion, c'est l'islam, mais de ce qu'est le vrai islam. Donc, vous voyez un peu la thématique, elle est complexe, elle est très importante. Donc, maintenant, je préfère donner la parole à Asma, et puis après, je réagirai à ce qu'elle va dire. Merci, Asma. Merci beaucoup, chère Sarah. Je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une question centrale dans le monde arabo-musulman, mais aussi le monde musulman d'une manière générale. Une question qui commence à prendre un peu de l'ampleur en Europe aussi par rapport à l'islam particulièrement. Mais je vais me contenter de l'exemple tunisien que je connais très bien puisque j'ai travaillé là-dessus depuis des années. La Tunisie est un pays sociologiquement musulman, donc il fait partie de ce monde musulman, car la composante, l'islam constitue la composante essentielle et la plus importante, la plus significative par rapport à l'identité tunisienne. On peut dire que les chiffres avancés par disons, entre guillemets, les chiffres officiels, ce ne sont pas des statistiques, mais les chiffres qu'on trouve toujours présentés par les institutions officielles. La Tunisie compte 98% des musulmans, mais des musulmans malikites ash'arites. Donc, c'est une image constituée, c'est une construction, c'est une fiction identitaire qu'on donne à la Tunisie, ou ce qu'on a appelé l'islam tunisien. Donc, un islam malikite ash'arite. Bien que la Tunisie a connu tout au long de son histoire une pluralité de mouvements et de tendances religieuses. Donc, elle était, sur le plan religieux, en fait, l'histoire était plurielle. Beaucoup de courants, plusieurs courants qui se côtoyaient, où parfois il y avait des conflits, des rivalités, mais à vrai dire, historiquement, la Tunisie, sur le plan religieux, est plurielle.
Cette religion donc, dominante, qui est l'islam, est reconnue en tant que religion de l'État dès 1959 avec la Constitution de 59, mais l'article a été approuvé dès le début, en 1956, donc dès le début des travaux de l'Assemblée nationale constituante. Cet article dispose que, et là je cite, « La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. Sa religion est l'islam, sa langue l'arabe, et après on a ajouté son régime et la République, puisqu'il y a eu la déclaration de la République en 1957. La société tunisienne elle-même, elle a inventé son propre syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de tradition et de modernité qu'on voit partout. La sécularisation sociale et culturelle indique que la Tunisie vit le moment présent profane, alors que même la séparation entre État et religion reste une question taboue, c'est-à-dire on n'admet pas facilement, on n'admet pas une séparation entre l'État, la société et la religion continue à jouer un rôle social important. Par ailleurs, dans les années 2000, on a pu constater une retraditionnalisation de la société tunisienne, une retraditionnalisation lente, pour ne pas dire une réislamisation, sous l'effet d'une sous-culture dominante promue par les médias religieux ou les chaînes satellitaires qui viennent des autres pays arabes. Et la question religieuse a été toujours présente dans les grands tournants historiques de la Tunisie indépendante. Et là, je vais citer trois moments importants, trois moments fondateurs, trois tournants historiques. Le premier, c'est le moment fondateur de l'État-nation ou l'État indépendant. Donc, c'est le moment de l'indépendance et la construction nationale qui va, je peux dire, à peu près entre 1955, là où la question de la laïcité s'est posée de manière directe, jusqu'à 1959 avec la promulgation de la première constitution de la Tunisie indépendante. Et deuxième moment historique important, là où la question religieuse était très présente, fortement discutée et débattue, c'est en 1987, avec le changement au niveau du régime politique. Là aussi, la question a été, les questions par rapport à la religion ont été débattues. Et finalement, bien sûr, le moment de 2011, ce moment fondateur, un moment révolutionnaire, mais qui a déclenché le processus de transition démocratique en Tunisie. Pratiquement, si on revoit ces trois moments fondateurs, on voit que pratiquement les mêmes questions qui ont été soulevées. D'abord, la question de l'identité, donc l'islam en tant que marqueur identitaire pour la société tunisienne, la question des rapports entre État et religion et la question du droit. Certes, les acteurs ne sont pas les mêmes, ils changent d'un moment à l'autre, le contexte aussi, mais cette question reste intangible. Dans cette présentation, je vais essayer de faire le tour de la question. Je ne peux pas tout couvrir si peu de temps, mais je vais essayer au moins de vous donner, de vous présenter le panorama, comment il se présente aujourd'hui en Tunisie, à partir de 2011, bien sûr, pour examiner cette question de la religion dans un contexte de transition démocratique, c'est-à-dire dans un contexte d'incertitude, et aussi par rapport en se basant sur les acteurs, en analysant les stratégies des acteurs. Et là, je commencerai d'abord par les acteurs, puis je vais présenter les thématiques. Présenter les acteurs, c'est-à-dire je vais essayer de présenter une sorte de mapping dans un contexte de restructuration du champ religieux. Ici, j'entends le champ au sens de religieux. En ce qui concerne les thématiques, je vais aborder les questions principales, la question de l'identité, les rapports État-religion et la question du droit et des droits.
En ce qui concerne les acteurs religieux, politico-religieux, la dérégulation du champ religieux après la Révolution, avec l'affaiblissement de l'État et la multiplicité des acteurs religieux, a revitalisé les rivalités entre les différentes variantes de l'islam. Les différentes variantes, c'est-à-dire l'islam officiel, l'islam politique et l'islam populaire. Une rivalité autour de leur représentativité de l'islam et justement comment définir cet islam, comme disait tout à l'heure Sarah. Par conséquent, plusieurs courants religieux ont créé leur propre structure pour dispenser un savoir religieux correspondant à leur conception de l'islam, ainsi que pour produire une élite religieuse qui sera porteuse de cette conception. La forme associative a souvent constitué le meilleur cadre pour accomplir cette tâche. Par conséquent, le champ religieux a connu des nouvelles dynamiques suite aux changements intervenus au niveau des anciennes structures et à cause aussi de l'émergence de ces nouveaux acteurs. Ces dynamiques en termes d'alliance, de complicité, d'antagonisme ou de compétition sont complexes car elles ne sont soumises à aucune rationalité. Elles sont fortement liées aux nouveaux enjeux politico-religieux et socio-religieux créés par le nouveau contexte politico-social post-14 janvier 2015. Dans ce cadre, on peut analyser la restructuration du champ religieux en Tunisie post-révolution et ses nouvelles dynamiques à travers le redéploiement de l'islam étatique, donc l'islam officiel, une nouvelle cartographie des partis politiques islamistes ou islamiques, parce que certains ne se reconnaissent pas dans l'islamisme, mais préfèrent le terme islamique, et l'émergence d'une nouvelle société civile religieuse. C'est paradoxal, mais c'est comme ça qu'on peut nommer cette fraction de la société civile tunisienne. En ce qui concerne l'islam étatique, un islam qui était déployé, qui était mis un montage institutionnel qui était mis en place depuis l'indépendance, depuis 1957, avec un ensemble d'institutions qui ont en fait pris la place de l'ancien establishment religieux, qui sont devenus ou sont l'instrument par lequel l'État va gérer le champ religieux et va mettre l'État aussi la main sur ce champ religieux. Cet islam étatique, donc, dans la première période de transition qui va du 14 janvier 2011 jusqu'aux premières élections du 23 octobre 2011, c'est quelques mois, ont été marqués justement par l'affaiblissement des structures religieuses officielles comme principal régulateur du champ religieux. On a vu que dès la première semaine après le départ de Ben Ali, des gens qu'on ne connaît pas à l'époque qui venaient, qui allaient aux mosquées pour destituer les imams nommés par le ministère des Affaires religieuses. Donc on voyait déjà des nouveaux acteurs qui voulaient reprendre la place, avoir un rôle dans le champ religieux et au détriment des structures officielles qui n'arrivent pas justement à gérer, à réguler ce champ qui était fermé sous Ben Ali. C'était un champ là où Ben Ali a exclu tous les acteurs religieux et il n'y avait que l'islam officiel qui contrôlait, qui gérait les affaires religieuses et qui contrôlait en même temps l'islam populaire. Donc c'était un champ fermé et du coup, avec l'affaiblissement de l'État au départ de Ben Ali, une société qui devient de plus en plus forte, les institutions religieuses n'arrivent plus à être le seul acteur et aussi à gérer ce champ. La situation après les élections de la Constituante, donc le 23 octobre 2011, qui a connu la victoire des islamistes, donc les islamistes qui viennent au pouvoir, c'est la deuxième phase de transition. Une nouvelle politique dans le champ religieux s'installe avec un objectif, et comme objectif, la mainmise
des islamistes sur les institutions religieuses officielles. Donc, on a vu une nouvelle politique mise par le ministère des Affaires religieuses en tant qu'organe de gestion. Il y a eu une restructuration des institutions, un renforcement du discours religieux, mais aussi par rapport aux autres institutions religieuses telles que le Conseil supérieur islamique et la Zitoun. On a vu des nominations à la tête du Conseil supérieur islamique. Il y a eu un conflit, disons, politique entre les politiques concernant le poste du mufti de la République. Donc, chacun voulait, parce que ça relève de la compétence du président de la République, donc le président qui était un allié du parti islamiste voulait changer de mufti. Après, en 2014, avec l'arrivée au pouvoir de Midadoun, CBG Bretsepsi, donc il a changé aussi de mufti. On voit que cette institution était aussi au cœur des conflits politiques. En ce qui concerne l'université Zitoun, c'est l'institution qui est chargée en quelque sorte de reproduire la nouvelle élite religieuse après l'indépendance, a aussi été au cœur des conflits, des antagonismes, mais là c'est entre les mouvements religieux, entre les différents courants religieux, les courants salafistes et les courants islamistes. En ce qui concerne, donc voilà, c'est en ce qui concerne l'islam politique, l'islam officiel, l'islam institutionnel. En ce qui concerne l'islam politique, donc là, on peut parler de partis politiques. On a vu, parce que d'une manière générale, on a vu une prolifération des partis politiques en Tunisie après 2011 et la prolifération des partis politiques islamiques s'inscrit aussi dans ce cadre. Donc, on a vu la création de plusieurs, j'ai recensé personnellement à l'époque une vingtaine de partis politiques islamiques, c'est-à-dire ayant comme fondement idéologique l'islam ou l'identité, l'héritage arabo-musulman. Il y avait deux catégories. Donc, il y a des partis qui existaient déjà dans la clandestinité, certes, mais qui existaient en tant que formation avant 2011. Et là, on peut citer essentiellement le parti islamique El-Nahda, mais aussi il y a d'autres formations qui ont pu ont été légalisées après, tel que Hizb ut-Tahrir, par exemple, qui était présent en Tunisie et est devenu un parti politique légal qui a eu son visa après 2011. Mais aussi, il y a des nouveaux partis politiques, des nouvelles formations politiques, soit des partis fondés par des anciens islamistes, c'est-à-dire qui appartenaient à un moment ou à un autre au mouvement islamiste, et puis ils se sont ils n'ont pas revenu au parti après 2011, mais ils ont préféré fonder leur propre parti, ou carrément on voit des nouvelles personnes, des gens qu'on ne connaît pas, qui n'avaient aucun historique, disons, militant avant 2011 et qui fondaient justement des partis à connotation islamique. Et là, eux, ils insistent sur la question de la dénomination islamique. Pour la dénomination, presque, ils ont le même titre, développement et justice, justice et développement, on a presque les mêmes noms, mais il y avait à l'époque une vingtaine. Le parti, bien sûr, le plus important est le parti NAD, qui a pu gagner les élections de 2011. Et donc, ils sont au pouvoir d'une manière ou d'une autre depuis ce moment-là jusqu'en 2019 à peu près. La dynamique entre ces différentes parties était, pour la première période, justement, chacun a essayé de s'organiser ou se positionner sur l'échiquier politique dans le cadre de l'échéance électorale. Mais après
disons après 2014 à peu près, la grande majorité de ces partis a disparu. Donc, on a en gros maintenant Hizb al-Nahda qui est au pouvoir, donc qui est un acteur principal dans la transition démocratique, mais aussi on a Hizb al-Tahrir qui continue à être actif sur la scène politique. Au niveau associatif, donc au niveau de la société civile, et là on a remarqué que justement le climat de liberté qu'a permis le changement en 2011 avec le décret-loi sur les associations a donné justement l'opportunité à des groupes à se former et à se constituer sous forme d'associations. Ça, c'est un phénomène général parce que cette possibilité, cette liberté a donné la possibilité à des groupes ethniques ou religieux ou par rapport au genre de se constituer ou d'être actifs, avoir une structure juridique qui leur permet de s'organiser. On trouve plusieurs types d'associations. On a les associations purement religieuses, c'est-à-dire savantes, qui a pour objectif ou pour objet l'enseignement religieux. Il y a des associations féminines, c'est-à-dire il y en a plusieurs qui, là, je ne veux pas dire féministes, mais féminines, dans le sens qu'elles défendent les droits des femmes à l'intérieur du cadre religieux, c'est-à-dire, et elles-mêmes, elles refusent le terme de féminisme. Et aussi, il y a des associations de bienfaisance qui ont joué un rôle très important dans les élections de 2011, mais aussi après de 2014. Ce sont des associations, ces associations-là sont un peu des associations satellitaires qui gravitent autour du parti Ennahda. Donc, ces associations, le fait d'avoir cette existence juridique a permis à ces associations-là de mener des activités en vue d'une réislamisation de la société tunisienne par le bas. C'est vrai que le terme société civile religieuse est un peu paradoxal parce que la société civile, justement, elle s'est constituée en dehors et en face d'une société religieuse. Et là, voilà, on a une partie de la société civile tunisienne qui se reconnaît en tant que société civile religieuse et elle a joué un rôle important de lobbying et de support pour les islamistes au pouvoir et ils ont joué ce rôle de lobbying par rapport à certaines questions telles que les droits et libertés, l'égalité entre hommes et femmes, les rapports État-religion et aussi par rapport à l'application de la Sharia. On va voir par la suite que c'est vrai que leur effort n'a pas abouti, mais à un autre niveau, ils ont une certaine emprise sur la société tunisienne et particulièrement dans certains quartiers qui sont un peu à la marge du développement. Voilà. En plus des associations donc, qui se sont formées, se sont organisées dans un cadre légal, il y a aussi une partie des mouvements, des courants religieux qui ont préféré s'organiser sous une forme de al-jama'a, la communauté. Donc, ce n'est pas une forme juridique, mais c'est une forme religieuse. Et contrairement aux islamistes qui reconnaissent l'État-nation, donc ils agissent dans le cadre de l'État-nation, au moins ils le reconnaissent. Après, ce qu'ils croient ou non, c'est autre chose, mais au moins ils le déclarent. Et ils agissent dans le cadre des institutions de l'État. Par contre, les salafistes, donc, qui sont justement à la marge de ces formations religieuses, ils ne reconnaissent pas l'État-nation ni son arsenal juridique et institutionnel. Pourtant, certains d'entre eux ont participé aux élections de 2014 et même 2011. Donc, ces formations sont généralement fondamentalistes, passéistes, et on subdivise, grosso modo, parce qu'il y en a plusieurs formations, mais on peut les subdiviser en deux grandes catégories.
le salafisme scientifique, la traduction ne renvoie pas au terme science tel qu'on le conçoit en Occident, c'est-à-dire qui est basé sur le savoir religieux, et le salafisme djihadiste, donc qui est basé sur l'action. Tout en ayant les mêmes fondements religieux, ils se rejoignent aussi sur les moyens d'action, mais la différence entre les deux, c'est la qualification de la société tunisienne. La première catégorie, pour eux, la Tunisie est une terre de dawa, c'est-à-dire on peut prêcher pour ramener les Tunisiens vers leur religion, et de l'autre côté, la considère comme terre de djihad. Donc, ces Tunisiens doivent être combattus pour revenir à leur religion. Mais dans tous les cas, les Tunisiens, pour eux, les Tunisiens sont des impies ou des égarés. Et dans le cadre de ce deuxième courant de djihadistes, on trouve le premier groupe en fait, qui est apparu, qui était très actif dès 2012, c'est le groupe de Ansar Sharia, qui est à l'origine de la violence et du terrorisme en Tunisie. Mais il n'y a pas que Ansar Sharia, il y a aussi d'autres groupes et groupuscules, des formations qui se sont fédérées tout au long de cette période. Donc voilà, c'est à peu près les acteurs qu'on peut recenser et pendant cette période et qui ont joué un rôle ou un autre à un moment ou un autre de la transition démocratique en Tunisie, soit en tant qu'acteur principal et qui a joué le jeu de la transition tel que l'islamiste, mais aussi ceux qui étaient contre le processus et ont essayé, donc ils ont mené des actions plutôt violentes. Bien évidemment, il y a des imbrications entre ces différents acteurs. En ce qui concerne les thématiques, je vais aborder d'abord la question de l'identité. Au lendemain du 14 janvier 2011, les débats portaient déjà sur l'islamité de la Tunisie et justement la nécessité de défendre son identité islamique, malgré, bien sûr, je rappelle, qu'aucun slogan pendant les événements du 17 décembre 2010 jusqu'au 11 janvier 2011, le 14 janvier 2011, on n'a pas entendu aucun slogan qui a un caractère religieux ou qui se rapporte à la religion. Mais après peu de temps, après un mois presque, ou moins qu'un mois, on a vu des gens manifester en sortant des mosquées pour justement appeler à l'application de la charia ou de mettre en place un État islamique. Le facteur religieux comme composante de l'identité nationale tunisienne a été en fait instrumentalisé principalement dans le cadre de la mobilisation politique et électorale. Donc, tout ce qui s'est passé, évidemment, il y a des groupes religieux qui voulaient, qui pensaient que la société tunisienne n'est plus une société musulmane et qui voulaient réislamiser cette société, mais aussi, même ces groupes-là ont été instrumentalisés même dans le cadre de la compétition électorale. Et donc, on a vu que les débats étaient axés depuis tous les 9 mois avant les élections étaient axés justement sur la place de l'islam, et ont taxé les autres comme des ennemis de l'islam, et les islamistes, les groupes religieux, se présentaient comme défenseurs de l'identité islamique de la Tunisie, du peuple tunisien. Et donc, il y avait cette dichotomie entre les bons musulmans, donc c'est eux, et les mauvais musulmans. Et parfois, on va même dire que les autres sont impies, ces mauvais musulmans sont impies ou sont laïcs, et là, la laïcité s'est connectée, ou il la présente justement comme
l'équivalent ces laïcs sont désignés comme ennemis de l'islam, justement pour convaincre les lecteurs que l'identité nationale tunisienne est en danger et c'est les islamistes qui vont sauver cette société des méchants, des autres mauvais musulmans ou impies ou laïcs. Bon, bien que les études ont montré que cet élément n'était pas déterminant dans les élections, dans les résultats des élections, mais quand même, cela a joué un rôle important. Ceci dit, en ce qui concerne l'identité musulmane, que ce soit les élites de gauche ou de droite, tout le monde est d'accord sur l'importance de l'élément de l'islam en tant que marqueur identitaire ou en tant qu'élément de l'identité de la Tunisie. Jamais on a recusé, cet élément de cette composante de l'identité tunisienne. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on reconnaît cet élément, mais c'est juste une question de degré. Ce qui, pour les islamistes, c'est l'élément central, l'élément important, qui doit avoir des répercussions au niveau du droit et au niveau de la nature de l'État. Pour les autres, c'est juste un marqueur identitaire sociologique. Et c'était toujours les termes du débat depuis l'indépendance. Donc, depuis l'indépendance, il y a eu ce débat entre les juristes, les politistes, les acteurs politiques. Est-ce que l'islamité désigne uniquement l'appartenance sociologique de la Tunisie au monde musulman ou il fallait instaurer un État islamique qui applique la charia? Donc, on est toujours dans les mêmes termes de débat. Voilà. C'est par rapport donc, à l'identité, mais bon, finalement, la question de l'identité a été soulevée et a joué un rôle important dans les élections. Pour la Constitution, on a aussi insisté sur cet aspect identitaire de la Tunisie. En ce qui concerne les rapports État-religion, et là, on ne peut pas ne pas parler de l'article 1er de la Constitution dont j'ai cité au départ, qui stipule, qui dispose que sa religion est l'islam. C'est un article repris de la Constitution de 59, donc qui a été repris dans la Constitution de 2014. Et paradoxalement, tout le monde était d'accord. Donc, c'était à l'unanimité. Même avant l'élection de l'Assemblée nationale constituante, tout le monde, justement, défendait cet article qui mentionne que l'islam est la religion et sa religion. Pourquoi? Je pense, là, ça a été dit aussi dans d'autres études, c'est justement l'ambiguïté de cet article. Parce que bien que les constituants de 59 déclarent sur la question, sa religion veut dire la religion de l'État, qui signifie que l'État va se substituer à l'institution religieuse dans la gestion des affaires de la religion. Donc, c'est en fait, c'est la mainmise de l'État. Cet article va permettre la mainmise de l'État sur le champ religieux. Par contre, après, il y a eu un débat entre les juristes, les politistes, les acteurs religieux aussi, sur la portée de cet article. Bon, certains disent qu'il s'agit juste d'une dimension sociologique pour justement renvoyer à cette identité, et pour d'autres, non, il fallait appliquer la charia en termes, donc en vertu de cet article, mais aussi peut-être annoncer ou restaurer l'État islamique. Les différents gouvernements, donc depuis 1959 jusqu'au 2011, finalement, ils ont aussi utilisé cet article d'une manière ambiguë. Prenons l'exemple de la convention CEDAW, et là, le gouvernement en 1980 a mis des réserves justement en vertu de cet article. C'est-à-dire, on n'applique pas la charia en tant que telle, en tant que source formelle en Tunisie, mais quand on
veut émettre des réserves, on peut le faire au nom de cet article pour justement empêcher certaines réformes au niveau du droit et des droits. Et je pense que l'ambiguïté de cet article est à l'origine de cette unanimité et c'est pourquoi on l'a réintégré dans la Constitution. Et les sécularistes dans l'Assemblée nationale constituante ont senti le danger, quelque part, de l'interprétation de l'article 1er, donc ils ont introduit l'article 2 comme garde-fou qui dispose que la Tunisie est un État à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. À mon avis, et d'ailleurs l'article 2 aussi est l'objet de plusieurs interprétations et un débat entre les juristes, mais pas uniquement les juristes, le caractère civil, un État civil, ne veut rien dire. C'est-à-dire, on peut opposer un État civil à un État militaire, mais opposer un État civil à une théocratie, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, et d'ailleurs, les islamistes eux-mêmes, ils ont dit, nous adhérons à cet article, parce que dans l'histoire musulmane, on n'a jamais eu une théocratie. Il y a eu des parenthèses, oui, mais le califat n'est pas un État théocratique, vu que celui qui gouverne est quelqu'un de profane, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à l'institution religieuse, mais c'est le gardien de la charia. C'est à peu près ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde musulman. Donc, on a des gens qui n'appartiennent pas à l'institution religieuse, qui gouvernent, mais en même temps, on a la charia dans la constitution des pays arabes. Donc, du coup, ce n'est pas une théocratie, mais Dieu. Et là, le fait d'ajouter un article qui a garanti l'État, le caractère civil, ne peut en aucun cas, à mon sens, contrecarrer l'article 1er de la Constitution. Et justement, les islamistes eux-mêmes disent, et justement, c'est pour ça qu'ils voulaient plus un régime parlementaire, parce qu'ils savent qu'ils auront une majorité qui va leur permettre justement d'interpréter l'article 1er dans le sens de l'application de la charia. Et ce que les islamistes disaient aux salafistes. On entendait ça dans leur discours. Ça ne veut rien dire. Si on n'a pas intégré la charia dans la Constitution, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas l'appliquer par ailleurs. Et donc, par rapport à cette question de définition des rapports entre État et religion, on est resté un peu dans le flou par rapport à l'interprétation de l'article 1er. Nous sommes dans le schéma de la religion de l'État, mais ce qu'on a mis dans l'article 6 a renforcé cette ambiguïté en fait. Parce que si on revient aux travaux de l'Assemblée nationale constituante de 59, on sait que les constituants à l'époque avaient une vision claire. Cet article-là veut dire l'ingérence de l'État dans le champ religieux. Mais en ajoutant dans l'article 6, et là je le dis, l'État est gardien de la religion. Donc, si on ajoute un article pour dire que l'État est le gardien de la religion, donc comment comprendre l'article 1er? Dans quel sens peut-on le comprendre? Et là, cet article-là, dans lequel on va trouver les responsabilités de l'État envers la religion. D'abord, l'État est gardien de la religion, mais on ne sait pas comment il doit garder la religion. Et il y a aussi, donc, il va garantir la neutralité des mosquées, il va continuer à gérer les lieux de culte, comme il a toujours fait, et il va veiller à ne pas instrumentaliser la religion d'une manière partisane. Donc, on incombe à l'État des devoirs par rapport à la protection de la religion. Et là, c'est une traduction. Donc, quand on dit l'État est gardien de la religion, en arabe, c'est ra et al-din, mais là, il y a aussi peut avoir plusieurs sens. Dans le même article, l'État s'engage à diffuser les valeurs de modération et la tolérance, donc c'est le discours religieux, à protéger
le sacré et à interdire d'y porter atteinte, comme il s'engage à interdire les campagnes d'accusation d'apostasie et l'incitation à la haine et à la violence. Donc, il s'engage également à s'y opposer. La question du sacré était importante, a été soulevée justement depuis 2012 pour limiter, quelque part, les libertés d'expression et les libertés artistiques. On a eu plusieurs événements depuis 2012, des actes de violence à l'encontre des artistes, justement en termes de protection de sacré. Et les islamistes ont préparé une loi, un projet de loi qu'ils voulaient faire passer, incombant à l'État cette responsabilité de défendre le sacré. Ceci dit, de l'autre côté, les groupes religieux aussi, ils ont fait des atteintes au sacré puisqu'ils ont brûlé plus que 100 mausolées dans le cadre de ce conflit entre les différentes variantes de l'islam, un conflit entre l'islam salafiste, l'islam rigoureux et l'islam populaire. Donc là, ces actes-là n'ont pas été punis dans la plupart des cas. Donc, cette idée d'atteinte au sacré, l'État est responsable de protéger le sacré, et on a vu, ils ont pu finalement l'intégrer dans l'article 6, bien que la loi n'a pas passé, mais on a vu au fur et à mesure, tout au long, on a eu des cas au moins, là où l'État, pour protéger le sacré, justement, on a mis des gens en prison. Et récemment, l'affaire la plus récente, c'était, je pense, en 2018, une blogueuse qui a partagé une image, donc une charte graphique du Coran, mais tout en écrivant quelque chose d'autre sur le Covid. C'était en 2019. Et là, la fille a été condamnée à 6 mois de prison. Donc voilà l'État qui, donc, en termes de cet article, bien qu'on n'a pas, le tribunal n'a pas fait référence à cet article, mais c'est plutôt un autre article dans le code de la presse et incitation à la haine, alors qu'il n'y a aucune incitation à la haine. Est-ce que tu peux, je ne sais pas, dans 5-10 minutes, plus Oui, j'ai presque terminé. Très bien, juste pour qu'on ait le temps pour le commentaire et une discussion. Oui. J'ai presque terminé. Effectivement, juste, maintenant, je vais entamer la question du droit, donc, déjà soulevée, la question de l'application de la charia. C'était une question qui a été soulevée lors des débats de l'Assemblée nationale constituante par le parti islamiste Ennahda. Et comme je disais tout à l'heure, à mon sens, ce n'est pas une vraie, entre guillemets, une demande sérieuse, parce que la priorité pour les islamistes, c'était justement d'avoir un régime parlementaire. Mais la question de la charia, je pense, à mon sens, c'était un instrument de négociation avec les sécularistes et un instrument de mobilisation pour les salafistes. Donc comme ça, c'était un moyen, un mécanisme politique de négociation et de mobilisation. Finalement, la charia n'a pas été introduite dans la Constitution en tant que, bien sûr, source formelle. Mais rien n'empêche que rien n'empêche un Parlement à majorité islamiste de faire passer des lois à caractère religieux ou en interprétant l'article 1er. Par rapport à la question des droits, et particulièrement des droits des femmes, les acquis de la femme tunisienne, donc on a toujours parlé des acquis, particulièrement en ce qui concerne le code du statut personnel, mais aussi la question de l'égalité homme-femme. C'est une question aussi qui a été refusée. On a même proposé un article qui dispose d'une complémentarité entre l'homme et la femme, et finalement, sous la pression de la société civile, séculière, non religieuse, et donc on a pu introduire un article dans la Constitution qui protège les droits des femmes, les acquis. Et mais reste la question de l'égalité. C'est vrai que
la Constitution dispose de cette égalité entre hommes et femmes devant la loi, mais on n'arrive pas à avancer sur d'autres questions, d'autres champs, tels que l'égalité dans l'héritage, par exemple, qui est toujours n'est pas encore acceptée par la société, disons, puisque les enquêtes ont montré quelque part aussi que la société est conservatrice et refuse cette égalité. Je finirai par les libertés religieuses, les droits, donc le droit, les libertés, la liberté de conscience et liberté de culte. La liberté de conscience n'a pas été acceptée par les acteurs religieux parce que pour eux, c'est une incitation aux Tunisiens d'abandonner leur religion. Donc, mais finalement, aussi, sous la pression des partis sécularistes et de la société civile, on a pu introduire, et aussi dans le cadre d'une négociation, on a pu introduire la liberté de conscience dans la Constitution. Pour la liberté de culte est garantie. Ceci dit, ici on parle de culte musulman reconnu. On peut parler du culte non musulman, c'est-à-dire des religions chrétiennes et juives reconnues en Tunisie. Par contre, les autres minorités religieuses, telles que les Bahaïs, par exemple, ne peuvent pas avoir cette liberté de culte. Et voilà, c'est à peu près. J'ai essayé de faire le tour de la question. Je sais qu'il y a des zones grises que je n'ai pas pu évoquer, mais je suis ouverte aux questions